je voudrais donner la parole maintenant à William McBride, qui est professeur de philosophie à l'Université de Purdue aux États-Unis, qui est donc en direct des États-Unis actuellement. Il est également ancien président de la Fédération internationale des sociétés de philosophie, également ancien président de la Société nord-américaine de philosophie sociale. Voilà, je m'excuse de cette brièveté. Peut-être vous voulez vous-même, Bill, compléter un petit peu ce que je viens de dire pour, si vous souhaitez dire quelque chose avant de commencer votre intervention. En principe, vous avez 15 minutes pour intervenir et Oui. nous nous réjouissons de vous entendre. Merci beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup. Non, ça va seulement. Je suis spécialiste en philosophie sociale et politique, avec un intérêt particulier aux ouvrages de Sartre et de Marx. J'ai écrit des livres sur tous les deux, d'autres livres. C'est tout. C'est assez. OK, je commence. D'abord, je remercie beaucoup au professeur Picavet de son invitation à ce colloque. Il m'a envoyé le livre qui est au centre de cette conférence et qui est arrivé très vite, voilà, dans 5 jours plus ou moins. Entre parenthèses, par contre, il a fallu plus de 2 mois pour arriver à Moscou d'une carte que j'y avais envoyée en mi-décembre. La situation de ces réseaux de communs qui s'appellent le ou les systèmes postaux devient lamentable dans beaucoup de pays pour des raisons diverses. Mais cela est une autre histoire. En tout cas, le monde que la lecture de ce livre m'a révélé a été pour moi en partie nouveau, en partie bien connu, et il m'a beaucoup appris. Son esprit est à la fois celui d'un récit de l'évolution récente et actuelle, du bouleversement effectué par de nouvelles technologies surtout, et leurs implications pour les régimes socio-économiques, et en même temps une recherche ouverte vers l'avenir. Quelle sera l'évolution future? Dans les 15 minutes que j'ai maintenant, je vais commencer avec quelques réflexions, pour ainsi dire, étymologiques et historiques, et puis je ferai mention de 2 problèmes qui me semblent fondamentaux et qui méritent, à mon avis, plus d'attention qu'ils n'ont reçu dans ce livre. Mais, comme je viens de remarquer, ce n'est qu'un début. Okay. Après avoir lu pas mal de chapitres, je n'avais plus de doute à propos du sens général du mot de commun, tel que tous les auteurs le comprennent. Ce qui se trouve entre l'État et les propriétés privées, stricto sensu. Mais au-delà de cette compréhension de base, je restais assez confus. Vous pouvez donc imaginer le plaisir que j'ai éprouvé quand j'ai trouvé sur la page 231, près du début de l'article de Daniel Boursier, la phrase suivante, je cite, « Dans un colloque sur commun et développement de 2016, pas moins de 18 définitions des communs avaient été données. » Fin de citation. 18, c'est beaucoup. On est loin des origines du mot discuté dans la première partie du livre, intitulé Philosophie du commun, où, en tant que philosophe, je me suis trouvé le plus à l'aise. Origines qui comprennent les textes de John Locke. On oublie parfois la nature très paradoxale, pour dire la moindre chose, de cette partie de la défense de Locke, de la propriété chez Locke, de la propriété privée, où il fait référence au commun et dit que, dans le sens ancien, n'est-ce pas, où il dit qu'il y a que j'y ai le droit sans que les commoners donnent leur accord à ce que mon cheval a mangé, à la terre que mon valet servant a coupé, ou au minéral que j'ai tiré de la terre. Ces choses, il continue, deviennent ma propriété sans l'accord de personne, parce que, je cite
en traduction, le travail qui était le mien, ou peut-être celui de mon valet, en les ôtant de cet état commun, a établi ma propriété en elle. Fin de citation. Quel argument rigoureux pour fonder un droit absolu à la propriété? On y voit une des sources du raisonnement de Garrett Hardin, raisonnement si déploré avec raison par plusieurs contributeurs à ce livre. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi son article, celui de Hardin, a été si souvent cité. S'agirait-il, quelle horreur, des raisons idéologiques? Avant de quitter l'Angleterre et le monde anglo-saxon, je voudrais rappeler un usage du mot commons qui est des plus anciens et une définition de dictionnaire qui est très, très révélateuse. L'usage se trouve dans le nom de la chambre inférieure, ou au moins anciennement inférieure, du Parlement britannique, the House of Commons, à laquelle s'oppose the House of Lords. Donc, l'origine de notre thème central ici est profondément plébéienne. Maintenant, la définition que j'ai promise, ma définition de dictionnaire préféré, que j'ai trouvé plus ou moins par hasard pendant l'époque de Margaret Thatcher. Il s'agit de son propre mot préféré, c'est-à-dire de Thatcher, privatization, la privatisation, la privatisation. Je cite cette définition en traduction du dictionnaire Webster's New World Edition de 1981, c'est-à-dire récent. Je cite, privatisation, la tendance pour un individu à se retirer de la participation dans la vie sociale et particulièrement politique vers un monde de soucis personnels, d'habitude comme résultat d'un sentiment d'insignifiance et de manque de compréhension des processus sociaux complexes. Fin de citation. Cette définition renforce une question que la lecture de ce livre m'a fait hanter, une question qui est impliquée dans plusieurs chapitres de ce livre, mais rarement confrontée directement. Monsieur le professeur Chevalier la mentionne dans le dernier article. C'est-à-dire la question est le droit de ou à propriété est-il vraiment un droit humain? On mentionne la triade classique romaine des droits usus, fructus, abusus. On peut énumérer plusieurs exemples de chacune de ces espèces de droits, mais a-t-on droit, pour ainsi dire, de parler de la propriété en tant que telle? Évidemment, la littérature historique est pleine de textes qui posent cette question théoriquement. Celui de Locke lui-même, qui commence sa défense de la propriété en admettant que selon la Bible, Dieu a donné la terre aux hommes en commun. Celui de Rousseau, pour qui la propriété a été inventée comme une espèce de mystification pour rendre plus ou moins sacrées et inviolables les possessions que quelques personnes riches tenaient déjà. Celui de Marx, qui critique avec une intuition profonde les droits de l'homme et du citoyen dans ses manuscrits de jeunesse. Celui de Proudhon, qui affirme avec quelque peu moins de profondeur que la propriété c'est le vol, ainsi de suite. Mais il y a eu dans l'histoire non seulement des idées, mais aussi des comportements pratiques profondément divers concernant ce qui peut compter comme propriété. Marx dit quelque part dans le deuxième tome du Capital, à propos de l'agriculture, que la possession individuelle des terrains agricoles
semblera un jour aussi bizarre que la possession d'un être humain par un autre, l'esclavage. Il a écrit ces mots plus ou moins en même temps que l'abolition de l'esclavage a eu lieu aux États-Unis après une lutte féroce et brutale. La section portante sur l'agriculture dans notre livre ici, le livre que nous examinons ici, donne beaucoup à réfléchir sur ce point-ci, c'est-à-dire la propriété de la terre, avec des exemples actuels empiriques qui mettent en question la nécessité de la propriété individuelle ou même capitaliste corporatiste en ce secteur. Puis, il y a l'espèce d'acceptation de la propriété privée comme quasi absolue que j'ai toujours trouvé particulièrement difficile à défendre, le droit à l'héritage. Locke le prend pour acquis sans donner d'argument en sa faveur. Nozick aussi. Ce droit prétendu a constitué un problème, on le sait déjà, à Rome ancienne. Dans notre livre sur les communs ici, la nature aussi bien que la pérennité réelle ou apparente de ce droit prétendu, comme il appartient à une communauté entière, constitue l'arrière-fond du chapitre très intéressant sur le cas de Goudoulay. Le défi au droit de propriété que je propose, le défi que j'ai déjà relevé dans un livre dédié à la professeure Kuchuradi en Turquie, me semble très important dans le contexte de l'avenir des communs et de leur dynamique. Je crois que cette question de philosophie et de droit vaut la peine d'être poursuivie davantage dans l'avenir. Une autre question que je voudrais voir se poursuivre davantage dans un livre futur, c'est celle des moyens et des règles pour prendre des décisions dans les communs comme dans n'importe quelle organisation sociale. L'extrémité du point de vue néolibéral sur cette question est celle qui est soutenue au moins implicitement par John Rawls, qui, comme dit le professeur Charquet dans son article dans notre livre, insiste que les conceptions individuelles du bien sont toutes différentes, donc il n'y a pas de bien commun. Dans les quelques pages, très peu de pages, de son grand ouvrage sur la justice, qui porte sur ce qu'il appelle les biens publics, Rawls conclut que leur maintien doit être renforcé par l'État. En fait, une société rawlsienne serait un désert culturel et autre. Entre parenthèses, l'index au livre de Rawls qui ne contient que 2 références au bien commun, à des textes qui disent la même chose tous les deux. Je cite Rawls, je conçois le bien commun comme certaines conditions générales qui sont, dans un sens convenable, également à l'avantage de tout le monde. Fin de citation. Pour dire la moindre chose, Rawls n'est pas amateur des communs. Il n'y pense même pas, je crois. Mais ceux qui sont amateurs des amateurs des communs, dont presque tous les participants dans ce colloque font probablement partie, devraient faire beaucoup d'attention aux mécanismes de décision dans tous les secteurs de la société où les communs sont capables de prendre un rôle dominant. À l'exception des organisations qui exigent l'unanimité, qui ne se trouve nulle part sauf dans les utopies où, comme ma femme qui est d'origine polonaise me rappelle, dans le Duma polonais regretté du XVIIe siècle, à l'exception de ces cas, on doit toujours chercher les moyens d'agir dans une situation où il y aura des opinions bien diverses, le problème éternel des constitutions démocratiques. Merci.
Donc merci beaucoup à William McBride pour son bel exposé. William est connu comme un spécialiste de la pensée française, mais aussi de la philosophie sociale et politique. Je pense qu'il y a beaucoup de points de contact entre ce qu'il a fait dans son œuvre jusqu'à présent et les thèmes abordés dans l'ouvrage. Alors Jean-Louis Laville, notre second invité, est professeur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Il est titulaire de la chaire qui se consacre à l'économie solidaire. Il est également chercheur au Collège d'études mondiales, qui a été fondé par Michel Viavorka à la Fondation Maison des sciences de l'homme, où il dirige le programme d'études sur la démocratie et l'économie plurielle. Jean-Louis Laville est l'un des principaux chercheurs se consacrant actuellement aux formes alternatives d'organisation socio-économique, avec une attention distinctive aux interactions du politique et de l'économique, à la dimension locale et à l'expérimentation. C'est notamment à ce titre qu'il a fait bénéficier le GIS Démocratie et Participation et le Collège d'études mondiales de son expertise. Je citerai volontiers son ouvrage L'économie solidaire, une perspective internationale, qui est aisément disponible chez Hachette. Voilà, donc je lui passe la parole. Merci pour cette invitation qui m'a donné l'occasion de lire un livre tout à fait passionnant. Et je n'ai pas prétention ce soir à en faire recension parce que ça nécessiterait d'y passer plus de temps que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais me contenter de faire quelques réactions. Tout d'abord, pour mentionner combien la perspective générale de l'ouvrage me paraît pertinente. Ensuite, pour indiquer quelques éléments qui, me semble-t-il, résonnent par rapport à cet ouvrage. Et également pour mentionner ce qui me semble original dans cet ouvrage par rapport à d'autres productions qui ont pour thématique les communs ou le commun. Il me semble donc qu'il y a, et c'est rappelé dans le livre à la fois explicitement et plus implicitement dans d'autres chapitres, deux façons d'aborder les communs qui sont très contrastées. Il y a une tentative de penser les communs comme une nouvelle grande alternative, donc des pensées qui sont gouvernées par la recherche de l'unité et dans lequel finalement le commun aurait pour vocation d'englober, d'absorber à terme les catégories du marché et de l'État. Je pense que l'une des pensées de ce type les plus caractéristiques est la version néo-léniniste des communs que présentent Negri et Hart, dans lequel il y a une captation parasitaire, je prends des termes qui sont utilisés dans le livre, par le néo-capitalisme, d'un commun émergent de la vie et de l'agir des producteurs. Et donc, grâce au dépassement à venir du capitalisme, il pourra y avoir une libération des forces productives qui sont aujourd'hui entravées. Et donc, on voit bien comment aux kolkhozes et à l'électricité succèdent la multitude et le numérique. Donc, je pense que ces approches des communs restent dans un imaginaire de la rupture qui a beaucoup marqué le XXe siècle et qui rend difficile d'aborder la transition, pour les raisons sur lesquelles j'essaierai de revenir très rapidement. Et l'un des premiers caractéristiques de cet ouvrage, c'est de s'inscrire dans l'autre approche des communs, c'est-à-dire cette version qui est qualifiée dans plusieurs chapitres de version pragmatique. Je pense que l'appellation de pragmatique est à cet égard plus appropriée que celle d'utilitaire. Et donc, à la fois s'inscrire dans des pensées qui ont redonné une place, non pas simplement à la critique du capitalisme, mais à la tension entre capitalisme et démocratie. Je pense à la seconde école de Francfort,
avec Habermas et Honneth en particulier, mais je crois que ce qui est marquant dans cette version pragmatique, hein, c'est effectivement l'importance donnée aux enquêtes sociales, aux expériences, et là on voit bien le rapport avec Dewey, la confrontation à l'épreuve du réel, hein, et je crois que c'est ça qui fait l'une des grandes richesses de l'ouvrage, hein, c'est que sur plusieurs terrains, on voit comment les hypothèses du commun se confrontent au réel et comment elles aboutissent finalement à produire des arrangements qui nous apportent des éléments sur la manière dont elles se combinent ou s'opposent avec le marché et l'État. Donc, ce qui me semble vraiment heuristique dans cette approche du livre, c'est cette approche plus modeste des communs qui ne veut pas l'aborder comme une grande alternative et aussi par rapport à ces pensées obsédées par l'unité, je crois, cette ouverture à la diversité. Donc, on peut se retrouver dans cette approche en voyant qu'elle relève du libéralisme politique, mais si on se retrouve complètement dans cette approche du libéralisme politique, je pense que peut-être il conviendrait d'interroger plus la compatibilité entre libéralisme économique et commun. Il me semble que de ce point de vue, il y a des questions très lourdes qui se posent. Je prendrai juste quelques exemples qui mériteraient d'être repris de manière beaucoup plus systématique. D'abord, si on repart d'Adam Smith, il me semble qu'il y a une approche en termes de stade de développement qui est tout à fait gênante pour penser le commun, puisque ça renvoie les formes anciennes du commun à des sociétés archaïques. Et donc, dans cette pensée de la flèche du temps, c'est-à-dire d'un passé dépassé, d'un progrès humain qui ne pourrait être que linéaire, il y a une difficulté d'élaborer des hybridations entre formes communales et nouvelles exigences des temps présents qui me semble être tout à fait dommageable pour une pensée du commun. De la même façon, si je reprends un autre des fondateurs du libéralisme économique, en la personne de Jean-Baptiste Say, l'un de ses premiers cours en 1840 commence par le fait que les ressources ne font pas partie de la science économique parce qu'elles sont inépuisables. Donc on voit bien aussi comment là, il y a à partir de ces prémices une incontestable difficulté à penser les communs, hein, et comment cette approche a pu être à la base de ce que l'on a appelé plus tard l'extractivisme, c'est-à-dire cette coupure entre nature et culture et qui renvoie à une conception très datée et qui me semble très largement antinomique avec les communs. Avec l'économie néoclassique, hein, c'est-à-dire Jevons, Menger, Walras, cette idée d'ancrer cette fois la science économique comme étude de l'économie pure est liée à des hypothèses atomistes, hein, à la prégnance de l'intérêt matériel individuel, à des raisonnements opérant à partir de ses préférences individuelles. Et là aussi, il me semble que la possibilité d'un commun dans le cadre de cette pensée est tout à fait ardue. Mais surtout, et c'est peut-être ça qui fait l'actualité de cette question, c'est que l'on peut considérer les grands auteurs du néolibéralisme comme Hayek, comme des penseurs de l'anti-commun, d'une certaine façon. Hein. Et donc, étant donné la performativité de leur pensée dans les dernières décennies, on voit qu'on a aujourd'hui une société qui est en grande partie formatée par l'anti-commun, hein, ce qui amène, je crois, à réfléchir plus sur les difficultés d'émergence du commun et de consolidation du commun, et de voir les conflits avec la manière dont le néolibéralisme a pu reconfigurer l'ensemble de nos sociétés. En effet, on voit bien comment Hayek nie finalement la pertinence de toute action collective à visée téléologique, hein, qui est vue comme une entrave à la concurrence, hein, évidemment en reprenant particulièrement la condamnation des regroupements associatifs et des regroupements syndicaux,
dont on dénie tout accès légitime à la parole. Et donc, on voit bien comment une approche telle qu'elle est pratiquée à partir de multiples terrains qui n'approchent non pas simplement à partir de la propriété, mais des communs comme praxis instituante, est tout à fait en opposition avec l'approche de l'économie telle qu'elle est formulée par Hayek. Et ceci est d'autant plus grave pour nous que à partir du néolibéralisme, on a vu une nouvelle étape du désencastrement, au sens polanien, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une autonomisation de la sphère économique, mais au contraire un engagement fort des pouvoirs publics en faveur de la visée constructiviste du néolibéralisme et donc en faveur de cette absolutisation de la concurrence, ce choix de la concurrence qui est maintes fois réaffirmé par Hayek, qui va jusqu'à dire, comme on le sait, que s'il faut choisir entre la démocratie et la concurrence, il faudra sacrifier la démocratie et qu'il convient de toute façon de limiter cette démocratie. Donc on voit bien comment, et me semble-t-il, c'est une question qui est en filigrane dans l'ouvrage, mais qui reste peut-être à reprendre plus frontalement, c'est comment finalement il y a une compatibilité ou une incompatibilité entre libéralisme, néolibéralisme et commun. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de points qui sont tout à fait précieux dans l'ouvrage et qui me semblent pouvoir participer de ce réexamen. Le premier élément qui m'a beaucoup intéressé dans une pluralité de chapitres, c'est l'importance accordée au fait de revisiter l'histoire pour mieux comprendre les formes émergentes actuelles du commun. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de reprendre une histoire enchantée de la coopération et du partage, comme y incline parfois Bollier, mais de voir comment il y a une histoire cachée, invisibilisée, en particulier à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, de l'auto-organisation, des collectifs indissociablement politiques et économiques. Et donc, il me semble très intéressant de reprendre leur histoire, non pas en tant qu'histoire enchantée, mais justement en tant qu'histoire portant l'attention sur leurs ambivalences et sur les tensions internes qu'ont connu ces tentatives d'auto-organisation. De ce point de vue, il me semble qu'il y a de nouveaux courants d'historiens qui s'inscrivent dans la lignée de Thomson, mais qui a des travaux récents dans les pays latins. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense pour la France à des auteurs tels que Rio Sarcey, Hayat, et puis tous ceux qui ont continué dans leur perspective, qui réexaminent par exemple les formes du mouvement ouvrier dans la période 1830-1848 et qui abordent ce phénomène de l'associationnisme comme, me semble-t-il, une des formes du commun et avec lequel il me semble qu'il y a de très grandes capacités de dialogue. Ce qui est également tout à fait précieux dans l'ouvrage, me semble-t-il, c'est la manière dont celui-ci s'intéresse à un aspect qui m'avait semblé dans les ouvrages précédents sur le commun insuffisamment abordé, c'est-à-dire la question des méso-arrangements à travers lesquels peuvent se consolider les expériences du commun. Et ça, il me semble qu'il y aurait, dans une lecture plus approfondie que celle que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, véritablement à tirer les enseignements transversaux de plusieurs chapitres qui me semblent très largement convergents et qui amènent des approches tout à fait inédites, me semble-t-il, sur la manière dont ces expériences de commun non seulement émergent, mais trouvent des formes de consolidation partielle dans cet environnement institutionnel dont j'ai indiqué tout à l'heure combien il est défavorable globalement au commun. Et ça me semble tout à fait porteur pour la recherche à venir. Ce qui veut dire, et là je reprendrai ce qui est indiqué dans
d'autres chapitres, par exemple celui d'Emmanuel Picavet, qu'il n'y a pas une équidistance du commun par rapport au marché et à l'État. Il me semble que le commun peut être très largement considéré comme une approche du public non étatique. Et on voit bien comment, si l'on rapporte cette perspective générale à l'idée des médiations politiques et des méso-arrangements, on voit bien combien c'est intéressant de voir les formes de partenariat qui s'établissent sur le plan local et régional, de voir comment il y a des expériences de co-construction des politiques publiques. Et c'est ça qui m'avait semblé intéressant aussi à travers le suivi de l'expérience de Barcelone depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est comment s'inventent de nouvelles formes d'arrimage entre des politiques, en particulier au niveau local, puisque c'est là que les difficultés sont moindres, mais en particulier au niveau local, comment il y a de nouvelles formes de co-construction entre pouvoir public et réseau de la société civile. Ce qui nous amène à un autre point sur lequel je crois il y a peut-être, en tout cas pour ce qui me concerne, à partir des recherches que j'ai faites sur l'économie sociale et solidaire, peut-être plus de points de discussion sur le rapport donc au marché et à l'entreprise. Moi, il me semble qu'il est très difficile de mettre dans le même sac à la fois ce qui est de l'ordre de la responsabilité sociale de l'entreprise à mission d'une part, et puis de l'autre côté de l'économie sociale ou de l'économie solidaire. Il me semble qu'il y a là deux projets qui, au regard des communs, ne sont pas loin d'être contradictoires, et on le voit aujourd'hui, je pense, si on réintègre les phénomènes de la responsabilité sociale de l'entreprise et de nouveaux dispositifs comme l'entreprise à mission, dans une évolution internationale, dans lequel il y a, je crois, une nouvelle génération de néolibéralisme qui a développé une pensée du social, ce qui n'était pas le cas évidemment de Hayek, et à travers la place que prend le social business, la néophilanthropie au niveau international, à travers aussi de nouveaux dispositifs, aussi bien internes aux entreprises, je pense à toutes les approches de marketing, bottom of the pyramid, mais aussi de nouveaux dispositifs tels que les social impact bonds. On voit bien qu'il n'y a pas possibilité d'analyser comme faisant partie de la même tendance ce qui relève de cette réorganisation, reconfiguration de l'entreprise privée, ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, me semble-t-il. Bien au contraire, ce qui est en train de se jouer, me semble-t-il, c'est une réinternalisation par le néo-capitalisme des initiatives citoyennes en les dépolitisant. Et il me semble que de ce point de vue, pour le rapport à l'entreprise et au marché, on est amené à réfléchir sur les rapports de pouvoir qu'instaurent un certain nombre de grandes entreprises par rapport à d'autres acteurs économiques. Je pense que le partenariat qui est évoqué doit être abordé de la même façon qu'ont été abordés par certaines recherches, je pense à celle de Nancy Fraser ou d'autres, la question des contre-publics subalternes, c'est-à-dire que dans l'économie comme ailleurs, il n'est pas possible que des acteurs dont la parole n'a pas du tout le même poids soient mis en situation de partenariat. Il y a un moment donné où effectivement, et ça me semble être tout l'apport sur les méso-arrangements que j'ai indiqués tout à l'heure, et c'est ça qui me semble l'un des apports principaux du livre, il y a nécessité que l'on ne confonde pas le partenariat avec ces méso-arrangements et que l'on ne tombe pas dans l'idée que le partenariat pourrait être exonéré des rapports de pouvoir. Donc il me semble qu'il y a vraiment dans le rapport au marché à l'entreprise à problématiser deux voies. D'une part, un néo-capitalisme qui a maintenant, alors qu'il ne l'avait pas précédemment, un discours sur le social et l'environnement. Et d'autre part, une économie plurielle qui est une perspective tout à fait différente, vers laquelle, me semble-t-il, font signe plusieurs chapitres de l'ouvrage. Et c'est vrai que alors
si l'on est dans cette perspective d'économie plurielle, je pense qu'on est amené à reformuler aussi l'économie sociale et solidaire et à se rendre compte que celle-ci ne peut pas être contenue dans les théories des non-profit organizations, des third sector ou de l'économie sociale, puisque justement, ces théories se sont cantonnées au niveau organisationnel et au niveau de l'entreprise. Ce niveau, l'histoire montre qu'il a produit de l'isomorphisme institutionnel et non pas de la capacité à imposer du pluralisme. Et donc, c'est plutôt en allant du côté de pensées comme celle des économistes substantivistes derrière Polanyi que, me semble-t-il, on peut trouver une articulation féconde des communs et du marché et de l'entreprise. Donc, pour conclure, ce que je laisse entrevoir, je crois, à travers cette réaction encore trop superficielle, c'est tout l'intérêt que suscite le livre et l'impatience que nous pouvons avoir d'un prolongement et d'une discussion sur ce livre que je ne fais qu'à peine entamer par ces quelques réactions. En tout cas, je vous remercie à nouveau de votre invitation à commenter ce livre. Je suis très, très heureux que Sébastien Soriano ait accepté de participer à la discussion autour de l'ouvrage. En dehors des responsabilités éminentes qu'il a exercées à la tête de l'ARCEP et qu'il exerce maintenant à la tête de l'Institut géographique national, Sébastien Soriano vient de publier un ouvrage important, Un avenir pour le service public, un nouvel État face à la vague écologique, numérique, démocratique, paru chez Odile Jacob en 2020. Dans cet ouvrage, Sébastien Soriano s'affranchit des discours convenus sur le thème de la réforme de l'État. Il s'agit pour lui de repenser l'État, je cite ses propres termes, en esquissant une nouvelle doctrine d'action publique. Or, cette doctrine d'action publique repose, selon lui, sur l'établissement d'un nouveau rapport entre l'État et la société, l'État qu'il appelle en réseau, étant appelé à s'appuyer sur les structures sociales émergentes, au nombre desquelles figurent précisément les communs. Le chapitre 8 de l'ouvrage entre ainsi parfaitement en résonance avec les termes que nous abordons dans Dynamique du commun. Reprenant d'ailleurs l'idée d'une trilogie État-marché commun, Sébastien Soriano place le commun au cœur de cette combinatoire. Le développement des communs apparaît ainsi comme un ferment privilégié d'innovation, un ferment d'innovation appelé à travailler l'architecture sociale, à transformer l'édifice étatique. Et donc la confrontation de ces analyses avec les nôtres est particulièrement stimulante aujourd'hui. Merci beaucoup de cette introduction. Je suis ravi de participer à cette discussion et j'ai trouvé l'ouvrage tout à fait passionnant. Et comme Monsieur Laville, je commence tout de suite par dire que je ne pourrais pas faire une recension en grand détail par rapport à tout ce que j'y ai lu. Peut-être pour vous donner un peu le prisme par lequel je me suis concentré sur les différents éléments. Moi, j'ai un biais qui est un biais, on va dire, pratique, qui consiste à essayer de voir in concreto quels sont les types de communs qui peuvent changer la donne par rapport au paradigme actuel, typiquement dans le domaine de la transition écologique. Et en tant que fonctionnaire responsable aujourd'hui d'un établissement public, évidemment, je me pose une question pratique qui est quelle est la cohabitation en fait entre l'État et ses communs? Est-ce que l'État doit se retirer au profit des communs? Est-ce que l'État peut aider les communs? Comme effectivement ça a bien été dit par Jacques Chevalier, comment est-ce que ça s'inscrit dans une trilogie? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État, il y a aussi évidemment le marché. Quel rôle peut jouer les pouvoirs publics là-dedans? Donc c'est sur ces clés de lecture que je me suis concentré en découvrant cet ouvrage qui est vraiment extrêmement passionnant et complet. Alors, je vais peut-être m'attarder sur deux éléments principaux qui m'ont beaucoup parlé dans l'ouvrage. Le premier, c'est tout ce qui concerne la pragmatique des communs. Et le deuxième enjeu, c'est celui qui concerne la question des systèmes, donc qui est plutôt dans la troisième partie. Donc, en ce qui concerne la pragmatique des communs, donc l'ouvrage est parti en particulier d'un programme de recherche TrustNet, également des journées d'études du CERSA.
Je signale au passage également un programme très intéressant de la 27e région qui s'appelle Enacting the Commons, qui recense un certain nombre de pratiques de commun en Europe, notamment à Gand en Belgique, à Bologne en Italie, et puis on a déjà cité Barcelone, et d'autres initiatives également en France et ailleurs. Dans cette pragmatique des communs, parce qu'effectivement, ça a bien été dit tout à l'heure, avec les communs, il y a toujours un peu le risque d'un regard un peu nostalgique sur des communs passés ou d'un regard un peu utopique sur les communs numériques à la Wikipédia ou au logiciel libre, dont on voit bien aujourd'hui qu'ils sont quand même largement battus en brèche par le modèle des GAFA. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette pragmatique des communs, c'est qu'on est vraiment sur des enjeux actuels, concrets, et notamment ce qui m'a beaucoup parlé, ce sont les exemples dans le domaine de l'agriculture. Parce que effectivement, c'est un sujet un terrain, sans mauvais jeu de mots, de conflits traditionnels sur les enjeux de propriété. Et donc, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Donc, notamment l'article sur la comparaison entre les jardins collectifs et les jardins partagés, qui montre derrière des enjeux de liberté. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que derrière le modèle kolkhozien, il y a du partage, mais il n'y a pas forcément de liberté. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et la question de l'accès aussi, hein, notamment avec la référence à la constitution, je crois, de l'État de Virginie et de Jefferson, qui considérait que tout citoyen virginien devait posséder, je ne sais plus, 50, je ne sais plus quelle était la mesure de terre concernée. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement stimulant. Et également la référence au bocage, dans laquelle on montre la tension qu'il peut y avoir en fait entre ouverture et fermeture. Et ça, j'ai trouvé ça très stimulant de montrer des exemples concrets. Les circuits courts aussi, hein, les développements sur les circuits courts, j'ai trouvé ça très, très intéressant, et ça montre bien qu'il y a aujourd'hui, comme le titre de l'ouvrage l'indique, des dynamiques du commun, c'est-à-dire qu'il y a bien des choses qui sont en train de se passer sur le terrain pour réinventer, réinitialiser, réactualiser cette notion de commun dans des choses extrêmement concrètes. Ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup parlé, c'est la question de système. Et donc, notamment, l'enjeu d'un triptyque, hein, je crois que c'est le terme qui est utilisé, entre État, marché et commun, qui est une terminologie que je trouve très, très, très parlante, avec plusieurs intuitions qui me paraissent fortes. La première, c'est que l'État classique n'est pas forcément à lui seul le bon instrument pour gérer un certain nombre de défis. Il y a notamment une référence à un ouvrage de Dominique Bourg sur les limites de l'état de droit pour gérer les enjeux de transition écologique. Donc là, on voit bien que par rapport à une vision très classique qu'on peut avoir, notamment en France, d'un État qui est censé avoir réponse à tout, que dans les défis en fait, qui sont présents devant nous, et qui évidemment ne pourront pas se suffire non plus d'un État qui laisse la main au marché. Il va bien falloir qu'on trouve une nouvelle place pour cette dynamique des communs pour répondre à certains enjeux. Et justement, ça pose ensuite la question de quelle position de l'État pour accompagner cette transition. Et notamment, j'ai bien aimé dans l'article sur l'aide au développement l'idée des contours d'un État partenaire, hein, c'est-à-dire un État qui, quelque part, ça a bien été dit tout à l'heure, il restera toujours des enjeux de pouvoir, mais d'un État qui sache non pas s'effacer totalement, mais être dans une logique d'accompagnement de certaines dynamiques. Et j'ai noté notamment l'expression de la nécessité d'une gouvernementalité spécifique pour cet accompagnement, et j'y reviendrai parce que ce terme de gouvernementalité, j'imagine qu'il était inspiré de l'expression de Michel Foucault, me paraît être assez central dans la manière dont il faut repenser l'action publique dans le cadre de ce triptyque, ou de cette triade, je ne sais plus quelle est la terminologie, désolé. Moi j'utilise trilogie, mais bon, peu importe, je crois qu'on se comprend. Et puis, un autre article qui m'a beaucoup parlé, c'est celui qui évoque l'idée d'une communalisation du marché et de l'État. Et alors ça, je l'ai compris, mais peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part, comme le fait que dans cette triade État-marché commun, en fait, il y avait
c'était pas binaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des niveaux de gris et que quelque part, le commun pouvait être un facteur d'influence du marché, un facteur d'influence de l'État, que le commun, ce n'était pas uniquement une auto-institution pure, comme la notion, enfin, le terme de praxis instituante a été évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi une sorte d'influence à l'intérieur de ce triptyque. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça montre qu'on rentre dans un système où il va y avoir 3 poids qui vont peser les uns sur les autres. Et donc, quelque part, on est dans une logique de nouveaux équilibres qui vont se construire, et notamment ce qui a été dit précédemment sur à la fois la logique des entreprises qui se dotent d'une responsabilité sociale et des entreprises sociales et solidaires. On voit bien les nuances de gris qu'il peut y avoir entre un pur marché à la recherche du profit et puis un pur commun. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors maintenant, pour faire le pont entre le livre et les travaux que j'ai réalisés moi-même récemment, Honorine Rey, si c'était possible de montrer la présentation. Tout à fait. Merci. Donc c'est le slide 2, essentiellement. Voilà, merci. Ce que je trouve intéressant dans cette dynamique des communs, c'est d'essayer en fait de la retranscrire dans une séquence historique. Le livre parle notamment de changements anthropologiques liés à l'avènement du commun. Et donc, moi, dans mes travaux, j'ai essayé un peu, alors c'est vraiment très, 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 très schématique, et je suis un peu honteux de présenter un tableau aussi caricatural devant des éminents académiques comme vous. Mais c'est voilà, un peu pour fixer les idées. J'ai essayé de montrer 3 grandes étapes depuis la Deuxième Guerre mondiale qui me paraissent montrer quelle est la place qu'occupe le commun dans les évolutions actuelles. Donc une première étape, sachant que moi, le point de départ de mon travail, c'est la forme de l'État. Donc ce qui m'a guidé pour identifier ces 3 étapes, c'est la ligne du bas, c'est-à-dire le modèle d'action publique qui est en cours. Donc, grosso modo, ce que j'ai identifié, c'est ces 3 grandes étapes. D'abord, une étape après-guerre de reconstruction qui a correspondu globalement aux 30 Glorieuses et à l'émergence d'une civilisation des classes moyennes autour du modèle fordiste d'un salariat et d'un lien entre la consommation et la production, et puis des mécanismes régulateurs, notamment une régulation sociale à travers le dialogue social. Et pour répondre à cette époque, on a eu un État que j'ai appelé tayloriste, c'est-à-dire un État qui a apporté des réponses industrielles à un certain nombre de problématiques, que ce soit à travers un contrôle quasiment systématique de l'économie, avec les nationalisations, les plans et autres, ou que ce soit à travers la mise en place d'une fonction publique, enfin d'une fonction publique qui trouve enfin son statut, d'une grande école de la haute fonction publique qu'est l'ENA, et ensuite de grands services publics, notamment évidemment la sécurité sociale qui va se mettre en place à partir de cette époque. Et puis il y a une deuxième séquence qui est celle de la mondialisation, qui commence dans les années 80, et qui voit une contestation assez systémique de l'État, avec notamment, on le sait, Reagan, Thatcher, Milton Friedman et autres, qui vont, entre guillemets, faire la peau au keynésianisme et imposer une doctrine libérale de manière très forte, dans lequel le fait directeur va être maintenant la concurrence et le pari des incitations individuelles. C'est-à-dire c'est vraiment le monde de l'homo economicus, et une vision très utilitariste. Et dans cette époque, ce qu'on a vu, c'est un État qui, en France, s'est appelé État stratège. Dans le vocabulaire international, on appelle ça plutôt New Public Management, c'est-à-dire un État qui, non seulement va opérer un certain nombre de libéralisations de secteurs de l'économie, moi-même j'ai été depuis 20 ans, j'ai agi de manière très concrète pour animer la concurrence dans le secteur des télécoms. Donc, j'ai vu aux premières loges le passage d'un secteur qui était autrefois public, des PTT, à un marché concurrentiel.
Mais au-delà de ces libéralisations qui sont finalement assez ponctuelles, c'est surtout l'importation des mécanismes de marché à l'intérieur de l'État. C'est notamment la logique de, en gros, transformer les hauts fonctionnaires en cost killers qui vont piloter des agences avec un certain nombre de contrats de performance, avec un certain nombre d'indicateurs de performance. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans la crise de l'État parce que ce n'est pas le sujet principal, mais avec énormément de problèmes qui sont posés aujourd'hui par cette manière de faire. Et là, on est typiquement, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, dans la gouvernementalité libérale, c'est-à-dire qu'on est dans une logique dans laquelle le but de l'État, c'est de faire réussir le marché, et donc d'être dans une logique de action de l'action, hein, c'est-à-dire de créer un cadre dans lequel les individus vont, par le jeu de la concurrence et des incitations, faire fonctionner les ressorts du marché, de la main invisible, etc. Bon. Et l'époque actuelle, alors évidemment, là on est en partie dans la prospective. Moi, ce que je vois de manière très forte dans les tendances actuelles, c'est que dans les mécanismes qui font se lever les gens le matin, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a quand même un désir de sens, qu'il y a un désir d'action qu'on peut voir à travers des mouvements de makers ou des mobilisations, et l'émergence du phénomène des tribus, c'est-à-dire, comme le dit Maffesoli, sortir du bunker suranné de l'individualisme, mais sans revenir à des formes anthropologiques traditionnelles de la famille, de l'église, du village, de structures institutionnelles, mais donc dans des logiques d'affiliation libre et ouverte, comme on les voit de manière très forte sur les réseaux sociaux, comme on voit des cagnottes qui peuvent se mettre en place. Voilà. Et je vois une sorte de système qui se met en place entre ces tribus et ces communs, c'est-à-dire entre une envie d'action et de contribution et le réceptacle de cette envie d'action, qui sont cette mécanique des communs qu'on voit réémerger. Comme une espèce, en fait, d'appel d'air d'un système dans lequel on nous dit « there is no alternative », eh bien, s'il y a une alternative, c'est le monde des communs. Et donc, c'est quelque part, c'est pour ça que je le situe après l'époque post-communisme, c'est-à-dire que quelque part, maintenant que le communisme n'est plus considéré comme une alternative crédible, quelque part, c'est le commun qui devient l'espace de respiration à l'intérieur de la société. Et ce que ça appelle, de mon point de vue, c'est une forme d'État nouvelle que j'appelle un État en réseau, qui est un État partenaire, c'est-à-dire un État qui soit beaucoup plus dans l'entraînement, c'est-à-dire qui assume qu'il y a un certain nombre de caps, notamment la transition écologique, lutter contre les inégalités, etc. etc. Donc, ce n'est pas un laisser-faire horizontal, donc il y a bien un cap qui est fixé, mais l'État ne se considère pas comme surplombant par rapport à la société, mais plutôt comme une force d'entraînement qui va construire des alliances et travailler à la résilience d'écosystèmes autonomes, parmi lesquels les communs, pour agir par eux-mêmes, pour résoudre les problèmes, donc typiquement ceux qu'on trouve dans le livre, à travers les circuits courts ou les communs dans l'agriculture. Alors peut-être pour terminer sur ce propos, j'aurais voulu citer quelques exemples de cet État en réseau et du triptyque nouveau qui crée entre État, marché et commun. Donc, le premier exemple qui me paraît très intéressant dans l'actualité, c'est le programme Territoire zéro chômeur longue durée, donc, qui est un programme, je rappelle, qui a été lancé à la base par ATD Quart Monde, dans lequel, et qui a fait l'objet d'une loi qui a été adoptée, je crois, en 2017. La logique, en fait, c'est de dire que l'État-providence classique, avec les mécanismes froids de la redistribution, échoue, en fait, à remettre le pied à l'étrier de personnes qui se sont trop éloignées du travail, c'est les chômeurs de longue durée. Parce qu'on est dans des mécanismes froids et que, par ailleurs, ces mécanismes actionnent ce qu'on appelle la spirale du déclassement ou de la désaffiliation selon les auteurs, selon les sociologues de la pauvreté, c'est-à-dire le fait que ces mécanismes en fait éloignent les gens de la sociabilité et donc quelque part ne font que rendre encore plus improbable le retour au travail. Et donc l'idée d'ATD Quart Monde, c'est de dire
ces chômeurs longue durée ont un vrai coût social pour l'ensemble de la société, ne serait-ce que les différentes allocations qui peuvent exister. Et si, au lieu de payer des allocations, en fait, on solvabilisait avec cet argent des tâches qui permettraient de remettre le pied à l'étrier à ces personnes. Et donc, c'est la mécanique de zéro chômeur longue durée qui fonctionne par territoire, avec la création d'entreprises à but d'emploi, donc on a un statut qui est reconnu par la loi, qui permet à l'État de verser les allocations, l'équivalent de ces allocations, environ 18 000 € par an et par individu. Et au niveau local, on va chercher des solutions avec des associations, des collectivités locales pour trouver des emplois de recyclerie, de bricolage, d'entretien, qui ne font pas concurrence à des entreprises locales et qui évidemment sont en complément de l'action municipale. Voilà. Et le résultat est assez intéressant. Depuis 3 ans, il y a à peu près 1 millier de chômeurs de longue durée qui ont retrouvé un emploi sur le marché du travail normal, entre guillemets, à l'issue de ce dispositif. Donc ça me paraît une approche particulièrement intéressante dans laquelle on travaille à la résilience d'écosystèmes locaux pour répondre à un objectif de politique publique en s'appuyant sur l'humain et sur le local. Un deuxième exemple que je trouve intéressant dans l'actualité, c'est dans le cadre du projet de loi climat et résilience, donc qui vient d'être déposé par le gouvernement, c'est le mécanisme du CO2 score. Donc, le mécanisme du CO2 score, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont utilisateurs de l'application Yuka. Donc, l'idée, c'est d'étendre le principe de cette application à l'enjeu environnemental. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application Yuka? Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une application qui vous permet de scanner un code barre d'un produit et ça va vous donner un score nutritionnel, orange, rouge ou vert, suivant si c'est bon ou mauvais pour la santé. Et c'est un dispositif qui s'appuie sur un commun, qui est une base de données collaborative qui s'appelle Open Food Facts, qui est une association qui va vraiment recopier au départ les ingrédients des différents produits. Et l'application Yuka utilise ça. Et l'autre commun, entre guillemets, je ne sais pas si c'est commun au public, c'est la notion de Nutri-Score, qui est issue de la recherche nutritionnelle, donc qui va permettre de convertir les ingrédients en une indication nutritionnelle. Bon, l'idée du CO2 score, c'est de pouvoir généraliser ça à l'enjeu environnemental, c'est-à-dire de vous apporter l'équivalent d'un étiquetage environnemental qui vous permette de faire des choix éclairés dans l'achat de vos produits de consommation courante. Donc ça, c'est très intéressant parce que je trouve qu'on sort d'une logique, on est bien dans la loi, on a bien un dispositif légal, parce qu'il va falloir obliger et normer un certain nombre de choses, mais on n'est pas dans ce qu'on a tendance parfois à appeler l'écologie punitive, c'est-à-dire qu'on est dans la logique de, plutôt que de vouloir faire rentrer tout le monde dans le rang, l'idée, c'est plutôt d'accompagner les gens qui sont volontaires, d'accompagner les pionniers. Donc, on retrouve un élément positif des communs, qui est que les communs, c'est l'affiliation libre et ouverte. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'engager dans une cause le font. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que l'État va faire un petit marchepied pour aider les citoyens à sortir de leur asymétrie d'information et de leur isolement pour pouvoir peser ensemble sur les produits. Je rappelle que Yuka, même s'il est utilisé par très peu de consommateurs, a conduit plusieurs marques à changer la composition de leurs produits pour en accroître la valeur nutritionnelle. Donc ça, je trouve que c'est un exemple très intéressant et ça nécessitera très certainement la constitution de bases de données et l'État va devoir être inventif ici pour faire appel à des communautés qui remplissent ces différentes bases de données. Et puis le dernier exemple, qui est un exemple que j'ai vécu presque dans ma chair, c'est la question de la 5G. Où là, on est globalement dans un raté de la trilogie État-marché commun. Et pour avoir été donc directement responsable de l'attribution des fréquences de la 5G l'année dernière à l'ARCEP, et j'en assume évidemment je prends tout à fait ma part dans ce que je considère comme un échec de cette trilogie État-marché commun en l'occurrence. Vous avez vu les différentes contestations qui ont pu avoir lieu sur l'attribution de ces fréquences et le lancement de cette technologie. Et mon analyse, on pourra y revenir, c'est que fondamentalement, ce qui a été raté dans le lancement de cette 5G, c'est qu'elle s'est faite dans un dialogue entre l'État, un État techno-enthousiaste, pro-business, et
des grandes entreprises privées, les grands opérateurs télécoms et les grands constructeurs, et notamment Huawei, qui a défrayé la chronique. Et on a complètement oublié, entre guillemets, le fait que notre pays était doté d'un écosystème associatif, de réseaux associatifs, comme il peut exister par exemple Scani dans Lyon, qui est un réseau associatif qui vous amène un service Wi-Fi, voilà, et tout un tas de communautés techniques, en fait, qui auraient pu être beaucoup plus mobilisées pour, entre guillemets, jouer, bidouiller avec la 5G, non seulement au niveau des réseaux, mais aussi au niveau des équipements terminaux qui sont devenus des boîtes noires. Et je pense qu'on a négligé, en fait, dans cette 5G, de mettre du commun, justement, dans la 5G. C'est-à-dire que non seulement il y a un État planificateur, régulateur, non seulement des entreprises privées qui déploient le réseau à une échelle industrielle, mais aussi des communautés citoyennes qui non seulement soient associées à la décision, c'est pas ça le sujet, qui soient porteurs de réseau. Et c'est ça que je trouve, de manière générale, dès qu'on touche au numérique, ce que j'ai pu observer dans mes différentes fonctions à l'ARCEP ou comme directeur de cabinet de Fleur Pellerin lorsqu'elle était ministre du numérique, c'est qu'en fait, l'État ne réussit dans ses politiques publiques numériques que s'il met du commun dans ses politiques. C'est-à-dire que s'il se pose la question, quels sont les tributs que je vais essayer d'engager dans mon projet, dans une logique d'affiliation libre et ouverte, pour être dans la co-construction de ce que je vais faire. Et la 5G, la manière dont elle a été gérée, et malgré la qualité de toutes les personnes qui se sont occupées de ce dossier, j'accuse personne, hein, c'est un raté collectif. Je pense que c'est en partie ce qu'on a raté, et c'est ce que sont en train de réussir les communes qui organisent des concertations locales avec les citoyens. À défaut de permettre un co-déploiement du réseau, il y a au moins une délibération collective sur l'arrivée du réseau et qu'est-ce qu'on veut en faire. Bon, voilà, je suis un peu long, mais ça me paraissait intéressant de vous amener des exemples concrets et donc de terminer sur le début de mon intervention qui était sur le côté pragmatique des choses. Voilà, merci de votre attention. Oui, je voulais d'abord remercier beaucoup les trois intervenants. Je trouve que ces trois regards très complémentaires et extrêmement éclairants et qui nous incitent à la fois, qui nous encouragent et qui nous donnent un peu des pistes d'approfondissement et de clarification. Et je crois que c'est extrêmement précieux. Alors, j'ai envie d'en prendre une tout de suite et renvoyer vers un des auteurs. Jean-Louis Laville, vous nous avez, avec beaucoup de justesse, comment dirais-je, mis en évidence les incompatibilités radicales qui peuvent exister entre finalement l'approche des communs et, on va dire, une certaine vision du néolibéralisme. Effectivement, puisque d'ailleurs Ostrom elle-même s'inscrit d'une certaine manière en rupture par rapport aux analyses de Hardin, mais plus largement par rapport à l'idée de l'état de nature de Hobbes, par rapport à même la vision de l'état léviathan. Enfin, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui ne va pas du tout, fait pas du tout du côté des communs. Alors, je voudrais juste faire une remarque, c'est que d'une manière générale, notre ouvrage fait beaucoup signe du côté de Dewey et du radical libéralisme, c'est-à-dire une vision anthropologique qui est totalement différente. Et une vision de l'État aussi qui est totalement différente. Et moi, j'aurais voulu peut-être renvoyer passer la parole à Étienne Picard, parce qu'il me semble qu'Étienne Picard, qui a fait une analyse extrêmement brillante de la compatibilité du principe des communs avec l'ordre juridique français, qui ne se termine pas d'ailleurs de manière, comment dirais-je, désespérée, puisque au contraire, elle semble plutôt nous indiquer un chemin et des voies possibles, et même des voies existantes dans certaines adaptations du droit administratif, tout en appelant d'ailleurs à une réforme de la compréhension de l'action administrative et même des dispositifs de normalisation, tout l'appareil normatif. Donc, je pense que le professeur Picard, si vous avez la gentillesse, moi, je trouverais très bien que si vous aviez l'amabilité de réagir. Bonjour, cher monsieur, je suis très heureux de vous retrouver à cette occasion et en même temps d'entendre d'autres personnes qui ont une science que j'ignore absolument, et c'est extrêmement remboratif et ça incite à la réflexion et peut-être à la remise en cause de tout ce que j'ai pu dire par ailleurs. Donc en effet, vous m'aviez confié un exposé sur la compatibilité
du principe des communs et des communs eux-mêmes par rapport à l'ordre juridique qui est le nôtre actuellement. Alors, je veux bien répondre à cette question-là, que j'avais déjà traitée, mais je voudrais signaler le grand intérêt que j'ai à entendre les interventions de personnes qui n'ont pas ma spécialité, mais qui ont au contraire d'autres spécialités qui est infiniment plus concrète, parce que je dois vous dire que, comme je l'ai écrit d'ailleurs, que les juristes ne se sont pas intéressés très rapidement à cette question du commun, et qu'ils n'ont pas d'expérience réelle de ce que peut être un commun, et c'est mon cas d'ailleurs, donc je manque d'informations, et j'étais très heureux d'entendre le foisonnement d'idées, de projets, de perspectives, de possibilités, de concepts que nous venons d'entendre à l'instant avec M. Soriano. Donc, je les remercie beaucoup de ces enseignements. J'ai un souvenir très ému de la journée que nous avions eue au Panthéon, avec l'audition également d'un très grand nombre de personnes qui avaient une expérience des communs que je n'ai pas. Alors, j'ai essayé d'analyser ce que pouvaient être les communs au regard des catégories juridiques actuelles. Et il m'a semblé que, pour faire vite, on pouvait estimer que les communs étaient une façon de casser la césure qui s'est instaurée dans notre système juridique entre deux sortes de droits, les droits civiques et les droits de l'homme, si vous voulez. Mais les droits de l'homme, c'est un peu trop large. Disons les droits du sujet. Les droits du sujet. En effet, ce qui paraît être le point commun, mais peut-être que je me trompe, de toutes les expériences de commun que j'ai entendues, c'est précisément le fait qu'il y a comme un vice essentiel dans la façon dont nous fonctionnons en général, qui tient précisément à ce que les principaux intéressés des activités qui sont mises en commun n'ont pas accès à cela. Autrement dit, n'exercent pas sur ces activités-là ce qu'on pourrait appeler un véritable droit civique, un droit de participation à la chose publique, un droit de participation à l'activité quelque chose. Et qu'en même temps, les droits subjectifs autour desquels nous sommes organisés juridiquement polarisent un peu l'attention, polarisent l'intérêt et nous amènent à traiter toutes ces questions qui sont possiblement régies par la voie du commun, à les traiter comme finalement un objet d'appropriation, un objet de propriété. Donc il y a vraiment ici, dans cette dualité homme et citoyen, et c'est une dualité qui est imposée par le document principal de notre ordre juridique, la déclaration de 1789, il y a une dualité essentielle entre l'ordre du civisme, qui est un ordre public, le droit civique, c'est plutôt, le droit des citoyens, c'est plutôt une fonction publique, tandis que les droits individuels, les droits subjectifs, ce sont des droits qui sont tournés entièrement vers le titulaire de ces droits, à la différence des droits civiques. Donc il me semble que quand il s'agit de casser cette dualité, évidemment, on enfreint totalement l'idée directrice, l'idée principale de ce que l'on trouve dans la déclaration de 1789. C'est dans un esprit très différent que les auteurs de cette époque-là ont conçu les uns et les autres, les droits civiques d'une part, et d'autre part les droits individuels. Les droits individuels sont en effet tournés vers le sujet, vers son intérêt propre, vers son égoïsme en quelque sorte, mais ce n'est pas du tout un grief qui est rédhibitoire, au contraire, le bien commun pouvant résulter de ce que chacun vise son propre intérêt. Et d'autre part, ces droits civiques, ces droits de citoyenneté, qui impose, comme le disait Rousseau, de partir à la délibération avec un esprit positif, pensant simplement à l'intérêt de la cité, et non pas des membres de ce corps de citoyens. Donc, il me semble que là, nous avons un système, un principe général, je ne sais pas si je l'analyse correctement juridiquement, mais nous avons donc, avec le commun, avec le principe des communs, nous avons une dualité qui voudrait se fondre en quelque sorte. C'est-à-dire que les personnes qui pratiqueraient le commun seraient à la fois titulaires d'une fonction publique, de citoyenneté en quelque sorte, et à la fois là pour leurs propres intérêts de sujets privés en tant que participants à une institution commune. C'est ça. Donc il y a une sorte de heurt incontestable entre la façon classique de concevoir les différents droits des sujets et ce qui me paraît être la conception des communs. Alors, est-ce que ce heurt est rédhibitoire? Dans un premier temps, je ne le crois pas. Dans un premier temps, il y a une place, je crois, qui est concevable pour les communs dans le droit tel qu'il existe.
Alors ce n'est pas une consécration, ce n'est pas quelque chose qui s'identifie. Mais tout de même, les réalisations sont là, les faits sont là, et c'est tout à fait impressionnant. Et ces faits arrivent parfaitement à se caler dans le droit. Alors, nous avons une distinction, si vous voulez, dans le langage juridique entre le- le- les questions qui sont conformes au droit existant et puis celles qui sont contre le droit existant, et puis les situations qui ne sont ni contre ni pour, mais qui sont à côté, praeter legem, comme on dit. Hein. Alors, donc, secundum legem, praeter legem, ça fait bien, je parle en latin, et alors j'avais dit donc secundum legem, praeter legem et contra legem. Nous ne sommes pas dans le contra legem, véritablement, mais nous ne sommes pas non plus dans le secundum legem, nous sommes dans le praeter legem. Et par conséquent, il est difficile d'obtenir de l'institution publique autant de soutien, de faveur, oui, de faveur, autant de dérogations qu'on pourrait imaginer. C'est certainement un frein à l'engagement de l'État pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, l'engagement de l'État, il faudrait que ce soit un engagement très, très mesuré, parce que si c'est l'État qui prend en main les rênes de la nouvelle institution, on aura tout. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Il faudrait qu'il soit comme. Je crois que c'est une expression qu'on entendait dans votre bouche, je crois, il me semble, monsieur Diard, de facilitateur. Il faudrait qu'il soit purement facilitateur, mais pas acteur, parce qu'il changerait la totalité du système. Et il deviendrait quoi? Mais il deviendrait simplement responsable d'une politique publique qui consisterait à faire ceci ou cela, c'est-à-dire faire des services publics. Et la logique du commun n'est pas du tout une logique, à mon avis, c'est telle que je l'ai comprise dans tous les cas, n'est pas du tout une logique de service public. Au contraire, j'ai le sentiment qu'une des critiques communes à l'ensemble des intervenants dans le domaine des communs, c'est précisément de montrer combien l'activité de service public désinvestit les vrais citoyens de ce qui devrait leur convenir, de ce qui devrait les intéresser. Donc, ma position sur la compatibilité entre le principe des communs et l'organisation de l'ordre juridique en général, tel qu'il est en France, n'est pas négative, n'est pas complètement négative, mais elle implique une révision très profonde pour ce qui concerne les activités gérées en commun. Elle implique une révision très profonde des différents droits. Je crois que c'est ça le constat que je peux faire, il me semble, le plus clair, le plus synthétique de la compatibilité entre le système des communs et l'ordre juridique français actuel. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. Je crois que vous faites tout à fait signe en retour à Jean-Louis Laville qui nous parlait de, de modèles non révolutionnaires de changement. Et je pense que finalement, vous allez plutôt dans le sens, d'ailleurs, plutôt en vous appuyant sur la notion de commun pragmatique que c'est vous qui avez mis en évidence dans le livre cette, je dirais pas cette opposition, mais cette différenciation entre commun holistique et commun pragmatique. Mais il me semble que vous faites signe sur les communs pragmatiques vers quelque chose qui est de l'ordre d'une transformation, y compris des institutions du marché, qui n'est pas fermée, là, qui n'est pas de l'ordre de l'opposition. Je ne sais pas si Jean-Louis Laville est en écho par rapport à ça. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Oui, monsieur Laville, peut-être. Non, mais on va peut-être laisser d'autres personnes intervenir. Bon. Alors, écoutez, je constate aussi qu'il y a déjà un certain nombre de corps qui travaillent avec un esprit qui est très semblable à l'esprit des communs. Je pense aux congrégations religieuses qui sont organisées un petit peu comme cela. Chacun est bénéficiaire, mais en même temps acteur. Chacun part à la décision. Et chacun a un droit qui est un droit minimal, qui est simplement le droit de retour, de pouvoir se nourrir à partir du travail que l'on exerce. Donc ces choses-là existent déjà. Et puis elles ont existé dans le passé. L'université, les universités, mais l'université en général, était organisée sur un principe extrêmement similaire, historiquement, hein, bien sûr. Elle a fondamentalement changé à l'époque de la Révolution et de Napoléon, mais antérieurement, l'université était un corps avec tout ce que ça se représente, si vous voulez, quant à la distribution du pouvoir, quant à la responsabilité de chacun, quant aux droits de chacun, etc. Les étudiants n'étaient pas des usagers, comme on les appelle depuis 1968, ce qui est désastreux. Les étudiants étaient des étudiants, et les usagers,
c'est les rapporter à des consommateurs de gaz et d'électricité. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais je crois que l'institution, aujourd'hui, est devenue trop démentielle sur le plan de l'organisation, du nombre, etc., pour se reconstruire globalement, en tous les cas, sur la base du principe des communs. Mais c'est faisable en raisonnant autrement. Voilà ce que je voulais dire. Je crois, alors pour reprendre l'idée que vous aviez énoncée, Monsieur Verréard, je crois en effet que le pôle minimal, c'est-à-dire le commun pragmatique, ne poserait pas trop de difficultés sur le plan de la compatibilité avec l'ordre juridique. En revanche, le commun holistique, lui, en pose bien davantage. Parce que j'ai le sentiment que dans le commun holistique, le sujet en tant que sujet perd des droits, alors qu'il ne me semble pas en perdre dans le commun pragmatique. Au contraire, il les augmente. Je suis dans l'ordre du sentiment, si vous voulez. Je ne suis pas dans l'ordre de la démonstration, mais il faudrait, pour obtenir une conclusion plus ferme, il faudrait étudier tel ou tel commun, telle ou telle organisation fondée sur le principe du commun. Et il me semble que la conception holistique du commun poserait beaucoup d'autres problèmes, parce que ça serait probablement une négation de la dualité, une négation globale de la dualité, citoyen d'une part, sujet de droit d'autre part. Voilà. Ici. Alors j'avais une petite question que je pose au nom d'autres personnes, sans doute, qui ces questions pourraient venir à l'esprit. C'est une question pour William McBride, qui a évoqué dans certaines des pistes qui lui semblent importantes concernant les communs, l'attention que l'on devrait porter pour les moyens et les règles de décision dans les communs. Et c'est un point qui me paraît très intéressant parce que c'est sans doute cet aspect de la gouvernance qui reste encore à explorer. Et il se trouve que dans notre ouvrage, nous avons essayé de réfléchir, même si c'est sans doute encore dans une phase d'exploration, de l'institution ou de l'institutionnalisation des communs. Donc, lorsqu'on réfléchit à des mécanismes de décision pour les communs, on touche cette problématique de l'institutionnalisation. Ça m'aurait intéressé que vous puissiez nous dire dans quelle mesure, pour vous, ces communs ont vocation à s'institutionnaliser, à devenir des institutions à part entière, si ce genre de processus ne risque pas de modifier l'esprit, en fait, de ces communs. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la communalisation, la communalisation. Le mot communalisation, bon, il est surexploité, enfin, commun, communalisation, communisme, etc., il est surexploité. Et en l'espèce, si on parlait de communalisation de certaines activités ou certaines institutions qui obéissent au principe du commun, il ne faut pas omettre de bien comprendre que le mot de commun ou de commune a deux sens différents. Aujourd'hui, les communes sont des institutions publiques. Mais dans le passé, avant qu'elles ne soient reconnues comme des institutions publiques, c'est-à-dire finalement au début du XXe siècle, oui, il y a des arrêts du Conseil d'État de 1903 par exemple, et d'autres un peu après, qui montrent bien que les communes sont devenues des institutions publiques, c'est-à-dire qu'elles sont absorbées dans la sphère du public. Or, les communs, autant que je puisse le croire, le penser, n'ont pas cette vocation. Ils ont au contraire la vocation de se dégager des institutions publiques pour être véritablement des institutions originales, qui ne sont ni publiques ni privées, mais que l'on tend à désigner par commun ou commune, parce que cela rappelle évidemment le système ancien, antérieur à la création des communes que je viens de décrire, le système des biens communaux. Le système des biens communaux, ce sont des biens qui appartiennent aux habitants d'une ville, d'un village ou d'une institution quelconque de cet ordre, et ce ne sont pas des biens qui appartiennent
à la commune en tant que personne publique. Ce sont des biens qui doivent appartenir à l'institution elle-même, un peu comme une société, si vous voulez, ou comme un groupe se donnant un but caritatif, par exemple. Donc ici, quand on parle de communalisation, je crois que l'expression n'est pas très bonne, parce qu'elle a l'air de rentrer dans la commune au sens d'institution publique, et par conséquent de se voir déposséder de la quasi-totalité des pouvoirs, des prérogatives que peuvent avoir les membres d'un véritable bien commun. Je pense qu'il faut éviter ça. Alors, il faudrait trouver un mot, parce que la pensée se fabrique à partir des mots, et là, je vous ai dit que j'en ai pas. Mais je pense que ceux qui ont la pratique de cela peuvent certainement apporter une grande contribution à l'imagination verbale. Alors, sur le plan de l'institutionnalisation, nous avons dans notre corpus intellectuel, je veux dire, nous les juristes, nous avons dans notre petit bagage de théorie ou de doctrine, nous avons précisément une théorie de l'institution. Une théorie de l'institution dont l'auteur le plus marquant est Maurice Oriot, qui a donc été le doyen de Toulouse, le doyen de la faculté de droit de Toulouse pendant très nombreuses années, et qui a ici développé quelque chose d'extrêmement fécond. La théorie de l'institution de Maurice Oriot est quelque chose de simple en même temps, mais très intelligent, et pourtant extrêmement simple. Il consiste à dire que lorsque la masse humaine se rencontre sur une idée, ce qu'il appelle l'idée d'œuvre, l'idée d'institution, ce qu'il y a à faire, cette masse humaine se transforme dans sa nature. Ce n'est plus une masse, ça devient une société. Parce que précisément, elle est organisée en fonction d'un idéal commun. Et ces sociétés-là peuvent être extrêmement éphémères, elles peuvent être très ponctuelles, mais pour vous donner un exemple qui permet de comprendre la transformation possible d'une masse humaine en une société véritable, je peux prendre l'exemple de la situation qui peut se produire dans une rue où il y a des passants qui ne se connaissent pas, il y a des gens qui font des courses, etc., qui se rencontrent, et un accident se produit. Un accident sur la voie publique se produit. Aussitôt, il peut y avoir une organisation sociale qui se met en place. Il y a des gens qui font signe aux voitures qui arrivent de ne pas aller aussi vite. Il y en a d'autres qui appellent les secours. Il y en a d'autres qui sortent les blessés de la voiture, etc., etc. Et il y a une société qui se fonde sur une institution, œuvrer pour ces personnes qui sont là. Et l'institution elle-même peut se donner une multitude de sortes d'activités. Une société commerciale est une institution également. Donc, nous avons le modèle pour penser l'institution, parce que l'ensemble des droits des uns et des autres est fonction de leur activité au sein de ce groupe. Il y a des responsables, il y a quelqu'un qui va prendre les initiatives de faire ceci, de faire cela, puis il y a des exécutants, et puis il y a des gens qui ont de bonnes idées, il y en a d'autres qui ont de bonnes idées. Et il se passe vraiment la création instantanée d'un lien social. Et je crois qu'il faudrait penser à ce modèle-là pour penser précisément ce que doit être l'institution, qu'est-ce qu'elle veut finalement, quelle est son idée d'œuvre, pour reprendre l'expression d'Oriot, quelle est son idée d'œuvre. Eh bien, il me semble, moi, avoir entendu les intervenants à la journée de l'année dernière, je ne me rappelle plus maintenant sa date, c'était peut-être en mars, je ne me souviens plus maintenant, au Panthéon, à la faculté de droit du Panthéon. Toutes ces idées, on les retrouve complètement dans les communs, dans les institutions gérées selon le principe du commun. Il y a une répartition des rôles, une répartition des fonctions, il y a la dalle de chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins, etc. Il y a une véritable organisation. Je pense que c'est une logique qui serait bon de pratiquer. Excusez-moi, professeur Picard, je me permets de vous couper parce que en fait, comme je vois que le temps tourne, Oui, j'aurais voulu, disons, poser cette même question à Monsieur McBride, la question de l'institution, et justement la question de savoir si les mécanismes de décision auxquels il songe concernant les communs ont quelque chose de spécifique. Est-ce qu'il y a des mécanismes de décision spécifiques dans quelque chose qui pourrait être une institution du commun? Oui, évidemment, il n'y a pas une seule recette pour l'administration des communs, évidemment, ou des institutions sociales en général. Mais il est important, par exemple, la situation de l'accident que M. Picard vient de décrire, c'est spécial parce que même en ce cas-là, il y a des moyens différents de
traiter, disons, les gens qui sont blessés. Et il y aura des différences d'opinion concernant ce qu'il faut faire. Mais pour des communs qui durent plus longtemps, évidemment, il y a toujours la question de la Constitution, pour ainsi dire, pas dans le sens d'une constitution d'État, mais constitution du commun, comment ça se fait. Et il y aura toujours des problèmes, et ça c'est seulement une question qui doit être étudiée davantage. La situation de Goudeley, c'est Goudeley, oui. C'était intéressant parce que dans le temps passé, il semble que il y avait même des gens qui n'y habitaient là pas, mais qui faisaient partie de l'administration, pour ainsi dire, et puis ça a changé, puis l'État est intervenu, etc., etc. Mais oui, je pense que c'est tout ce que j'ai voulu dire à ce propos, c'est qu'il faut étudier cette question davantage, il faut attendre, il faut on peut être certain que l'unanimité n'aura pas lieu très, très souvent. Et je pense que oui, c'est plus facile probablement pour la plupart des communs qu'on a mentionnés, des types qu'on a mentionnés, que pour un grand État, bien sûr, ce qui concerne les règles, etc. Mais il faut avoir des règles, c'est ce qui est le plus important. Si je peux me permettre, Gilles, une autre question, mais je ne voudrais pas monopoliser parce que peut-être que Daniel voudrait aussi faire le relais d'autres questions. Oui, bon, merci beaucoup à tous les participants, je trouve ça passionnant. Moi, il y a quelque chose que j'aurais voulu mettre un peu au centre de notre question, c'est ce qu'on appelait à un moment donné de nos discussions durant Trustnet, c'est la notion d'affectio societatis, qui est pas une institution, mais qui est au cœur du désir d'institution et du désir de commun. On a abordé plusieurs fois cette question. Là, l'exemple me paraît intéressant parce que là, il y a aussi cet émotionnel, comment on a envie de faire du commun. Il y a un événement déclencheur et on a vu beaucoup dans nos travaux sur le risque, les activités à risque, que ce qui mobilisait, la mobilisation du départ, c'est une réaction, on va dire presque émotionnelle à l'insuffisance ou l'impéritie de l'État ou de ce qui se passe, et qu'il y ait une auto-saisine de la société, d'une partie de la société pour résoudre ce problème. Ce moment-là me paraît assez indispensable en tout cas, il est visible et sensible dans tous les exemples qu'on a étudiés. Et je pense que c'est une partie du droit public qu'il ne faut pas oublier, c'est toutes les émotions qui se trouvent à l'origine de nos prises de décision collectives, individuelles, etc. Voilà, je voulais juste introduire cette dimension-là du commun, ce désir de faire quelque chose ensemble face à une situation ou dramatique ou une situation de crise. Voilà, je voulais juste parler de ça, introduire cette notion d'émotion dans les institutions. Alors, je note qu'il y avait une petite remarque qui pourrait concerner Sébastien Soriano. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Un commentaire d'un participant qui s'interrogeait justement sur la conception de l'État-réseau et qui questionnait donc sur le risque avec une telle conception de l'État, hein, que notamment dans le domaine numérique, nous devenions en quelque sorte des colonisés, voyez, de ces grandes structures multinationales
hein, que sont les GAFAM américains et leurs équivalents chinois, les BHTX. Donc le risque d'une colonisation par des acteurs du marché qui est ultra puissant, globalisé et dont l'intervention et j'imagine la domination pourrait être favorisée par ce modèle de l'État-réseau. Si je puis me permettre, avant que vous répondiez, Oui. Sébastien Soriano, un peu autour du même sujet, il me semble que vous avez peut-être conclu assez rapidement l'idée que les GAFA, enfin on va dire que les communs numériques comme Wikipédia, Creative Commons étaient battus en brèche, vous avez dit, je crois, par les GAFA. Et nous avons, il y a plusieurs articles dans le livre qui sont assez intéressants à cet égard. Et je pense, il me semble que Christophe Benavent avait justement mis en avant cette idée d'équilibre et de l'intérêt des plateformes justement en commun justement dans des dispositifs où effectivement on ne peut pas échapper à avoir d'ailleurs des plateformes publiques et des plateformes privées extrêmement ambitieuses, capitalistiques, avec des moyens considérables. Mais je trouverais intéressant que Christophe Benavent également puisse intervenir là-dessus. Et il me semble que Sophie Touzé également avait évoqué cette question sur les plateformes d'éducation, notamment la. Voilà. Mais je pense que ce serait en écho et on peut avoir des interventions croisées. Voilà. Ok, avec plaisir. Peut-être pour commencer, en fait, l'État en réseau n'est pas un État, ce n'est pas une nouvelle forme de laisser-faire, hein. C'est-à-dire qu'on peut. Alors moi, j'ai pas voulu schématiser et théoriser à outrance, parce que c'est d'abord une pratique, l'État en réseau, et j'ai d'abord, dans mon livre, ce que j'ai voulu montrer, c'est la somme de petits miracles publics qui réinventaient la manière de faire de l'État. Je dirais qu'il y a trois grandes typologies d'action de l'État en réseau, et ça va répondre à la question des GAFA. La première, c'est celle d'un État entremetteur, c'est-à-dire que l'État peut parfois se suffire d'être celui qui va aider la tribu à se rencontrer et à faire commun. Donc, typiquement, je le disais sur l'exemple du CO2 score, finalement, c'est une manière d'aider des gens épars qui ont une volonté commune d'avoir une consommation responsable, de pouvoir s'engager dans ce sens-là et dépasser leur cloisonnement. Ensuite, le deuxième niveau d'intervention, c'est celui d'apporter des ressources qui vont permettre au commun de fonctionner. Donc, c'est typiquement tous les enjeux d'infrastructure. Et il y a un troisième étage à la fusée que je n'ai pas développé et que vous pouvez me faire confiance en tant que régulateur, je ne l'aurais pas oublié, c'est de mettre des limites aux grandes firmes qui, par leur capacité structurante, en fait, sont en capacité de biaiser certaines transformations de la société. Et dans le livre, j'ai consacré mon dernier chapitre notamment aux acteurs du numérique. Parce que cet État en réseau, je l'ai conçu comme, je l'ai explicité comme étant un peu en miroir d'une société en réseau, c'est-à-dire une société qui utilise le numérique comme un instrument de son dépassement. Et une des difficultés de la chose, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'infrastructure classique dans laquelle c'est un service public qui va amener l'eau, l'électricité ou le téléphone. En fait, ce sont des réseaux privés. Ce sont des réseaux de rang 2 qui se sont constitués sur des réseaux de rang 1. Les réseaux traditionnels publics sont des réseaux privés. Et donc, il y a un immense enjeu qui est de faire en sorte que la société soit souveraine en utilisant ces infrastructures. Et donc, je mets en avant des propositions de régulation très fortes qui s'inspirent en fait de la logique des banques systémiques qui ont été mis en œuvre après 2008 dans le domaine financier, donc qui consisterait à mettre en place des régulations systémiques des grands acteurs du numérique, non pas dans une logique punitive de chercher des poux nécessairement à ces acteurs, mais dans une logique d'encapacitation d'autres modèles. C'est ce que j'ai appelé une régulation Robin des Bois, c'est-à-dire une régulation qui va uniquement aller se concentrer sur quelques puissants pour redistribuer cette puissance à l'extrémité du réseau, en fait, qui est la logique initiale d'Internet. La force de ces GAFA, c'est d'avoir réintermédié en fait Internet, qui était un espace désintermédié. Et donc, un des enjeux de réussite d'une société souveraine en réseau,
c'est de pouvoir disposer de ses propres outils. Donc tout à fait, c'est un chapitre que je n'avais pas oublié. Et d'ailleurs, et donc je ne me satisfais absolument pas de la domination des GAFA. Et un des enjeux, c'est justement, à travers une régulation adaptée, de permettre l'émergence de communs numériques, là où aujourd'hui ils sont bridés par ces dominations qui sont très. Et j'ai également, pour être complet, et je termine là-dessus, j'ai également esquissé une proposition qui est assez disruptive, qui serait de également mettre en œuvre cette logique de régulation d'acteurs systémiques dans le domaine écologique, c'est-à-dire de considérer qu'aujourd'hui, il y a certainement une dizaine ou une vingtaine d'entreprises dans un pays comme la France, des grands acteurs de l'agroalimentaire, des grands acteurs de l'énergie, des grands acteurs des transports, de l'automobile, de l'industrie lourde, qui ont en fait un poids déterminant dans la trajectoire de la transition écologique. Et donc, on pourrait également explorer l'idée d'une action régulatrice de l'État vis-à-vis de ces acteurs économiques pour empêcher que les grandes firmes dominantes imposent un mainstream qui ne serait pas assez ambitieux en termes de transition écologique et de s'assurer qu'il y a des capacités d'action dans des communautés autonomes, dans des porteurs de communs, pour accélérer cette transition écologique. Voilà, désolé, j'ai été un peu long. Merci beaucoup. Alors, je trouverais intéressant d'avoir la réaction de Christophe Benavent et de Sophie Touzé. Peut-être, Christophe Benavent, pourriez prendre la suite. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oh, bah, je suis parfaitement l'analyse de Sébastien. Dans ma petite contribution, j'ai eu un angle d'attaque un petit peu différent. Moi, finalement, l'argument que j'ai défendu, c'est celui de vieil argument économique de William Baumol. Hein. C'est la question de la contestabilité du marché et encore plus précisément la capacité de contestation des manières de faire des grandes plateformes. Je pense que je vais être un peu provocateur, mais voilà, on vient de passer une période d'1 an à l'université. Sans Google, nous nous serions effondrés. Et quelques autres. Hein. Les grandes plateformes ont parfaitement contribué à un destin commun. Et effectivement, je suis assez d'accord avec les remarques qui ont été faites en introduction par Bill McBride hein, sur les différentes visions qu'on peut avoir. Et moi, je serais dans une vision, effectivement, qui n'est pas une vision d'opposition. Il n'y a pas les communs contre ce qui est le monde, c'est-à-dire le capitalisme. Hein, le seul monde qui existe aujourd'hui, capitalisme avec des petits morceaux. Ce qui est important, c'est que les règles qui se construisent au sein du capitalisme soient stimulées et aiguillonnées par des idées alternatives. Donc, c'est peut-être la toute petite différence que j'aurai avec l'analyse et les conclusions de Sébastien. Je ne compte pas beaucoup sur la capacité de régulation des États ou des constellations d'États, l'Union européenne, d'autres institutions. Les États ne comprennent pas le numérique, manifestement. Donc, on ne peut pas réellement compter sur eux. On mettra des freins à droite, à gauche, mais au fond, qui sont très rapidement contournés. Par contre, il y a quand même des choses une régulation est nécessaire, hein, je ne la conteste pas, mais elle n'est pas suffisante. Et l'alternative, là où peuvent se construire les communs, c'est justement dans une contestation constructive et permanente d'alternatives qui n'auront pas vocation à dominer ou à reprendre des parts de marché. Moi, je suis un homme de gestion, pas un économiste, pas un sociologue. Mais en tout cas, à faire en sorte que les manières de faire des grandes plateformes, puisque c'est l'objet principal auquel je m'intéresse, et sont elles qui sont en train de structurer notre monde, hein, dans toutes nos interrelations, le travail, l'éducation et les autres champs, la question, c'est qu'elles soient amenées à faire d'elles-mêmes des choses qui soient acceptables par la société parce qu'elles sont mises en compétition, contestées de manière permanente. Et là, il y a sans doute un rôle de l'État qui me semble relativement
minimisé actuellement, qui est d'avoir un support massif pour les solutions alternatives. Très clairement, le monde du libre. Hein, on a des Framasoft dans ce domaine-là, qui font des choses de manière artisanale, mais les investissements jusqu'à présent ont été relativement modestes, quand l'appropriation du libre par les plateformes, elle, est gigantesque. Hein. Pensons aux aventures de Linux, pour ne prendre qu'un seul exemple. Donc moi, c'est cette idée d'organiser une contestation permanente dans la société, une compétition. Bon, c'est une vieille idée que Mintzberg a réhabilitée il y a quelque temps, mais des trois grands champs de l'économie, le public, le privé et ce qu'on appelle en France l'économie sociale et solidaire ou alternative. Et c'est ce pan-là qui mérite d'être renforcé pour pouvoir contester les pratiques. Voilà, je ne vais pas être plus long. Alors, Sophie, est-ce que vous voulez bien... Bonjour et merci pour tous ces échanges très impressionnants. Sur justement en fait, moi, ce qui me... à la fois dans l'écriture de ce chapitre et de toute l'expérience que j'ai, parce que donc j'ai été en fait présidente d'un consortium international de l'Open Education qui est né en fait aux États-Unis dans les années 2000 et qui a fait un travail absolument gigantesque de recensement de toutes les ressources numériques et de déploiement. Avec en fait la participation du ministère en fait en France, une conception assez similaire, mais qui a été tout de suite bridée. Et en fait, il y a vraiment cette idée de manque d'ambition en fait sur les communs et sur le numérique effectivement dans l'État, qui laisse la place en fait à alors à la fois les GAFA mais aussi toutes les startups, toute la EdTech française, qui investit en fait ce champ qui est totalement libre, avec d'un côté, alors Framasoft et tout ça, je trouve ça vraiment formidable tout ce qu'ils ont fait, mais on voit le décalage par rapport aux nouvelles générations qui ont été nourries de ressources pédagogiques absolument incroyables. Et donc, on a un trop grand décalage, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, la notion de commun, en fait, elle demande un éveil des personnes et donc une montée en compétences avec des nouvelles compétences de qu'est-ce que sont les communs et pourquoi, en fait, quelles sont les valeurs derrière et comment on peut en fait amener toute une génération, toutes les nouvelles générations qui sont prêtes dans leurs valeurs en fait à faire ce partage. Donc il y a cette notion il y a un apprentissage des communs qui a été perdu. Et je pense que pour moi, c'est ce champ-là qu'on doit en tout cas investir. Merci. On n'a pas beaucoup parlé d'agriculture. Il y a eu beaucoup de clins d'œil du côté de l'agriculture. On a peu parlé d'énergie. Si nos auteurs qui ont travaillé sur ces questions ont envie de parler, je vois que Marc Lourdeau est toujours avec nous, un animateur de réseau agricole. Je ne sais pas si Marc nous entend. C'est vrai que les échanges sont très riches et en même temps, dans le milieu des circuits courts agricoles, on rencontre les mêmes rapports de force. Donc, je vais boucler un peu la rencontre avec les propos de M. Laville. C'est jusqu'où on est dans les arrangements et jusqu'où on est dans les confrontations de modèles. Il me semble que ces rapports de force, ils existent aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale, multinationale. Et que du coup, quand on défriche un peu des circuits agricoles alternatifs, on est à la fois poussé par le vent dans les voiles, par la demande actuelle, l'intérêt pour les produits locaux,
mais aussi confronté à toutes ces questions. Avec qui on peut faire ces alliances, quel type d'alliance. Donc, moi, m'intéresse beaucoup cette question des passerelles qu'on tisse, des risques qu'on prend en tissant ces passerelles, mais aussi parfois des erreurs qu'on pourrait faire en faisant ces passerelles ou ces alliances, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que Fabrice aussi veut dire un petit mot? En plus, en tant que responsable de l'ADEME, certainement une vision sur l'action de l'État. Peut-être très rapidement, enfin, moi je trouve ça très intéressant, cette articulation, et elle s'est encore déployée, à mon avis, depuis qu'on a fait notre colloque il y a maintenant 2 ans. On voit que la transition écologique s'appuie de plus en plus sur des logiques de commun qui se consolident et qui s'intègrent assez bien, comme on l'avait pu montrer dans l'article, avec la coexistence des formes de l'État, notamment des collectivités qui deviennent des acteurs de plus en plus clés pour organiser ces communs sur leur territoire, et qui essayent de coexister aussi avec les logiques de marché dans l'association des entreprises privées. Mais je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites ce soir, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Merci. On peut... Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, Sylvain? Oui, je ne sais pas, est-ce que M. Laville voulait dire quelque chose? J'avais l'impression que c'était le cas. Est-ce que je me trompe? Allez-y. Non, allez-y, parce qu'ensuite, je vais peut-être bifurquer vers une question plus anthropologique. Et donc Oui, non, c'était juste une réaction à ce qui vient d'être dit. Je crois que ce qui est en train d'apparaître dans la discussion, c'est un rôle qui n'est absolument pas rempli par l'État aujourd'hui, hein, un rôle de rééquilibreur de relations extrêmement dissymétriques. Et donc, il y a vraiment un soutien public aux démarches de commun qui est à penser. Hein. L'extraordinaire solitude de Framasoft, ces luttes est un exemple tout à fait illustratif. Hein. Et ce que vient de dire Marc Lourdeau me semble aussi être aller dans ce sens-là, mais aussi dans le sens de l'étude des verrous à la communalisation aujourd'hui, hein, qui ne me semble pas du tout négligeable, de la même façon que les verrous de la transition, hein, c'est-à-dire ce qui, effectivement, dans les rapports de force, empêche de faire transition dans de multiples domaines, parce que justement, l'État est trop souvent uniquement un accompagnateur des acteurs déjà les plus puissants. Je pense que ce qui a été dit là me semble pointer sur ces questions-là. Il y avait un point sur lequel je trouvais intéressant de revenir, et si on fait le lien avec ce qui a constitué un des axes de notre ouvrage, j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'institution commun, ou du processus d'institutionnalisation, qui représentait un des aspects de notre réflexion. Et un autre point qui était également important dans le travail, c'était celui des transformations anthropologiques. On a supposé, à titre d'hypothèse, que le fait de s'engager dans des dynamiques de commun par rapport à des modèles qu'on peut tenir pour plus classiques suppose un certain changement anthropologique. Ça m'aurait intéressé de demander à Monsieur Ronan Charquet comment il voit justement ce changement anthropologique, puisque dans son chapitre, hein, il présente toute une réflexion sur une certaine conception du social, hein, qui est questionnée par le commun. Et s'il y a changement anthropologique, tel que nous en faisons l'hypothèse, de quelle nature est ce changement, quelle est l'autre anthropologie qui correspond au commun? Alors, merci de me donner la parole. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle anthropologique. On viendrait à cette mutation dont vous parlez. Tout à l'heure, on a entendu l'opposition entre le commun pragmatique et le commun holistique. J'aurais envie de dire que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un chemin entre les deux. Les deux existent. Le commun holistique existe. Je pense que c'était
c'était M. Picard qui avait soulevé la question, peut-être c'était quelqu'un d'autre, et qui avait indiqué que dans des communautés religieuses, il y a une forme de commun pragmatique, mais il y a aussi une forme d'holisme. Ce qu'on constate, et je tire ça de Louis Dumont, c'est la coexistence dans le monde moderne de modèles complémentaires, parfois antagoniques, mais en tout cas pluralistes, de modèles de société, et l'extrême difficulté de fédérer tout cela dans un seul modèle et dans une seule manière de comprendre les interactions humaines. J'avoue ma totale incompétence pour des questions administratives et économiques de mes co-auteurs, que j'admire et qui ont dit des choses extrêmement intéressantes. Mais ce que je constate, c'est que dans ce monde qui évolue avec une rapidité étonnante, et une rapidité bouleversante, il y a une sorte de constante mutation, de recréation de modèles holistiques et de fonte de pragmatisme tenté, renversé, réessayé, etc. Alors, j'ajouterai juste une dernière chose, c'est que je pense que nous ne pouvons pas penser le commun sans une réflexion profonde sur la psychologie, sur l'intériorité du sujet, sur la construction du sujet. Et il me semble que cette dimension d'intériorité, cette dimension d'autoconstruction et de construction mutuelle des sujets a été un peu effacée dans la philosophie politique récente. Elle a été en partie réhabilitée par ce qu'on appelle les communautariens, qui ont mauvaise presse en France, et je pense que c'est sans doute une erreur, parce que je pense que c'est en partie un malentendu entre vocabulaire nord-américain et français. Mais il me semble que ce serait très intéressant de faire une lecture de certains de ces communautariats, et notamment de la pensée de quelqu'un comme Michael Walzer, afin de penser le commun dans le contexte de ce pluralisme dont je parle. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que nous arrivons pas loin de l'heure fatidique de 20 h. Est-ce qu'il y aurait éventuellement, je ne sais pas, Daniel, est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose ou... Non, je pense que beaucoup de choses ont été abordées, qu'on avait déjà un peu soulevées lors de la dernière réunion. La notion d'institution, la notion aussi de démocratie à l'intérieur des communs. Je me souviens, il y avait une réflexion sur les communs et les difficultés à organiser au sein des communs des formes démocratique. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que quand l'État n'est pas là, les gens s'auto-organisent jusqu'à un certain point et je sais pas, est-ce que c'est la difficulté à l'intérieur d'une communauté à trouver des moyens de partager en termes d'institutions, en termes d'organisation? Je ne sais pas, il y a peut-être une question qu'il faudrait creuser. Enfin, bon, voilà. Bon, enfin, moi, je trouve que la question des communs est en train d'émerger. Et plus on s'attarde aux différents aspects des communs, on s'aperçoit que beaucoup de choses doivent être repensées et reconsidérées. Je pense que c'est une notion très riche. C'est pas une solution, c'est un concept qui doit être exploré de différents points de vue. Voilà, je pense qu'il y a une dynamique au sein même de la notion de commun. Merci beaucoup. Gilles, est-ce qu'il faut que tu actives ton micro? Est-ce que tu... Pardon, oui, merci tous les intervenants, les participants. Je voudrais dire aussi que cette réflexion est une sorte de dynamique, effectivement, que nous voyons un peu se développer sous nos yeux. Nous avons eu la possibilité, malheureusement, pas de faire une réunion physique, mais en novembre, on a pu faire une réunion, un colloque
qui ne s'est pas tenu à la maison, à la fondation de la Maison des sciences de l'homme, mais qui s'est tenu en ligne, mais qui est disponible et on pourra vous faire passer les liens pour pouvoir y accéder. Je voudrais dire aussi qu'il y a une initiative qui est en train de voir le jour, c'est le Collège du commun qui est en train de prendre tournure et nous serons probablement amenés à revenir vers vous pour ceux qui sont intéressés, ceux qui souhaitent apporter leur pierre à cette initiative, mais c'est une idée peut-être qui pourrait continuer à un peu fédérer nos réflexions et nos manières de travailler. Voilà. Sinon, je crois que, à moins que Jacques Chevalier ou Emmanuel ne veulent dire un petit mot final, je crois que peut-être Jacques ou Emmanuel, si vous voulez dire un petit mot, et puis nous pourrons conclure. Remercier aussi tous les participants pour ces interventions passionnantes et peut-être formuler le souhait qu'à l'avenir, nous puissions interroger à nouveau les interactions entre l'organisation limitée autour de communs partagés qui concernent directement les intérêts d'associés en quelque sorte, les nouvelles communalités en un sens étroit, et puis les visées d'organisation, de réorganisation de ce qui est commun de manière sous-jacente dans la société, ce qui intéresse finalement le bien public, ce qui intéresse l'organisation sociale et les aspects communs qu'elle comporte. Je crois que l'articulation entre ces deux niveaux a été vraiment importante dans les interventions de ce soir, comme d'ailleurs dans le livre. Je pense que c'est un thème qui mérite d'être exploré plus avant. Merci en tout cas à tous pour votre attention à cet ouvrage. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et en espérant vous retrouver très bientôt. À bientôt.